Merci d'être là toutes les trois. On va évoquer ces sujets, mais peut-être réaction par rapport aux différentes conférences que nous avons eues depuis le début de cette matinée. On était avec Isabelle Barthes qui nous disait tout à l'heure, il faut pivoter, il ne faut pas avoir peur de se tromper, il faut sortir quelque part de sa zone de confort. On a eu l'intervention de LinkedIn qui nous disait après on cherche des profils, faisons bon usage de l'intelligence artificielle. Qui veut réagir? Caroline, peut-être tu as une réaction. Bonjour à tous. Quelques mots peut-être sur l'intervention d'Isabelle que j'ai trouvée très inspirante et je pense que je ne suis pas la seule. Et notamment quand elle réaffirmait l'importance du pourquoi sur le comment. Je pense que c'est tout à fait en ligne avec notre table ronde puisqu'on va parler de leadership et de posture. Et donc clairement, c'est ce qui doit nous guider dans notre fonction et ce qu'on doit aussi faire bien passer au sein de notre comité de direction pour pouvoir être inspirant. Donc oui, ça c'est vraiment une ligne directrice. Nathalie? C'est clair qu'aujourd'hui, on vit dans un monde en perpétuel changement et qui évolue de plus en plus vite. Donc, je pense que l'agilité, le fait de pivoter et la remise en cause associée, c'est totalement indispensable. Ouais. Véronique, dans votre périmètre, il y a directrice des relations humaines et des dynamiques humaines. Ça veut tout dire, hein? Absolument, oui. C'était ma façon à moi, peut-être avec mon équipe. Je travaille depuis 3 ans à se transformer et de vraiment incarner ce changement en repensant en fait cet acronyme de DRH dans lequel le R de ressources me posait vraiment problème. On est bien d'accord. Ça me rappelle Pierre-Marie Argouache, qui est l'ancien DRH de la Française des Jeux de FDJ, qui disait c'était la richesse humaine. Voilà, donc on est dans ces sujets-là. Merci à vous trois d'être là. Si vous voulez un meilleur confort acoustique, n'hésitez pas à mettre les casques que vous avez sur les dossiers des chaises. Vous mettez en position rouge et vous allez voir, on a un confort, on a l'impression qu'on est dans un salon. Merci encore d'être là. La voix des RH, prendre la parole, occuper le terrain, délivrer. On a vu que cette période Covid a été propice à un braquage de projecteurs sur la fonction RH. On a vu que le duo DRH DG était encore plus évident et une fonction qui était souvent une fonction j'allais dire partie immergée de l'iceberg est ressortie. Alors maintenant l'idée c'est de rester dans cette agilité, de continuer à avoir cette voix qui porte et puis d'avoir une vision stratégique pour la fonction RH. Alors je vous propose, si vous en êtes d'accord, de regarder comment on peut créer, façonner, faire évoluer cette fonction RH pour qu'elle soit encore plus moderne. On parlera de l'engagement des collaborateurs pour terminer, et puis du sujet qui vous tiennent à cœur, l'inclusion et la diversité. Caroline, DRH et aussi communication, c'est bien que les deux soient liés. Chez Manutan, alors c'est en phase avec les attentes des collaborateurs, dont la voix doit porter dans un comité exécutif. Raconte-nous comment ça se passe et comment tu as appréhendé les choses. Oui, en effet, c'est clair qu'il faut que la voix des collaborateurs elle soit portée au sein du comité exécutif et je dirais pas uniquement par la représentante de la fonction. C'est bien ça l'enjeu, c'est d'avoir un comité exécutif qui est partie prenante globalement sur ces sujets. Moi, pour vous partager une petite anecdote personnelle, c'est vrai que dans mon parcours, il n'y avait pas grand-chose qui m'amenait à rejoindre Manutan, qui est un groupe de distribution, du B2B. Tu étais chez Mazars, on peut le dire voilà, avant. J'ai passé de longues années dans le conseil, le service, donc le matching était peut-être pas évident, mais ce qui m'avait vraiment attiré dans leurs propositions, c'était dans l'intitulé de poste, c'était on cherche un membre du comité exécutif en charge de la fonction RH. Et ça, je trouve que déjà dans la façon dont ça avait été abordé, je me disais, tiens, c'est une entreprise intéressante parce qu'elle prend les choses de la bonne façon. Oui, puis c'est un signal fort. Hein. Exactement. Donc tout de suite, forcément, ça m'a beaucoup plus intéressée. Et après, c'est toujours ça, c'est des démonstrations intéressantes, mais c'est la preuve. Et en fait, très vite, dans ce comité de direction qui se crée, il y avait eu des mouvements, au-delà juste de mon arrivée. On a mis en place des rituels. Et des rituels qui nous autorisent, nous, entre guillemets, les non-business, à avoir toujours notre mot à dire sur tous les sujets. Et ça marche des deux côtés. C'est-à-dire que moi aussi, je ne peux pas arriver en disant « Attendez, c'est RH, donc moi je parle, vous m'écoutez ». Oui, c'est ma chasse gardée. Voilà, donc là, on est vraiment en transverse, j'allais dire en mode projet. Hein. Exactement. Et ces rituels, ils ont été construits ensemble, ils ont été écrits, on se les a mis dans des petites enveloppes. Donc toutes ces symboliques, elles sont quand même assez fortes sur la dynamique qu'on veut donner
en fait, à ce comité de direction. Alors, par rapport à ça, pardon de te couper, Caroline, il y a quand même la notion de culture d'entreprise, et tu le dis, c'est porter une ambition pour cette fonction, c'est pas évident hein, de faire son trou, j'allais dire. Hein. Exactement, parce que la grande chance que j'avais, c'est d'arriver justement dans une entreprise où la direction générale était finalement les premiers DRH. Ils avaient une telle concern for people, comme on dit en mauvais anglais, bon bref. Ouais. Et donc finalement, quand on arrive pour porter la fonction, il faut qu'on apporte autre chose. Et il ne faut pas, encore une fois, qu'on se coupe de cette chance incroyable d'avoir un comité de direction qui est impliqué dans les résultats du Great Place to Work, qui veut tous les comprendre, qui veut analyser toutes les données, qui veut avoir une vision sur les talents. Donc c'est challengeant, objectivement. Alors challengeant, et puis j'allais dire un grand écart, mais on connaît ta souplesse, entre d'un côté vision stratégique et puis le côté opérationnel, parce que j'allais dire pendant les travaux, la vente continue. Donc c'est ça, et puis faire bouger les lignes. Et alors tu parlais de rituels, ça nous plaît bien. Si vous étiez là hier soir, Marc Lièvremont, le sélectionneur et le grand champion de rugby, nous parlait de ces rituels. On est un peu dans le même processus. Et il disait, j'ai dû me réinventer. Tu te reconnais dans tout ça ? Tout à fait. C'est vrai que c'était une expérience différente puisque j'avais jamais eu l'occasion d'avoir une direction générale aussi impliquée. Et là, ils m'ont demandé en fait de travailler sur une roadmap stratégique à 3-5 ans qui devait en fait, bien sûr, s'aligner sur la vision de l'entreprise et ses valeurs. Et ça, c'est un exercice que j'avais jamais fait puisque on est souvent malheureusement porté par notre horizon, c'est 1 an quand on a de la chance. Parfois, c'est un petit peu moins. Et donc, l'idée, c'est un peu une abîme, en disant, OK, 3-5 ans, mais il y a tellement de paramètres, mais finalement, qu'est-ce que je veux faire ? Et quand on veut, on peut, hein, disait Isabelle tout à l'heure. Exactement. Ou presque. Et c'était un moment, justement, génial de s'arrêter, de réfléchir et de se dire, mais quelles sont mes convictions profondes aujourd'hui sur cette fonction ? Et c'est l'entreprise dans laquelle je vais pouvoir les porter, les partager et me faire accompagner. Donc ça, c'est vraiment, je vous encourage à un moment à prendre ce temps pour vous poser. Vous serez tellement plus performant et tellement plus performant dans le comment derrière et aussi la valeur finalement par rapport aux équipes. Je sais que moi, cette roadmap, elle a bien sûr été présentée en comité de direction, mais ensuite déclinée et elle est affichée dans mon bureau. Tous les gens qui rentrent dans mon bureau voient la roadmap RH. Les collaborateurs, même quand ils sont perdus au fin fond de la Tchéquie C'est combien de collaborateurs, Manutan ? 2200. 2200. Tu parles de ça, c'est ce que disait Isabelle, tout à l'heure, Isabelle Barthes, se poser, réfléchir, sortir le nez du guidon. Ça veut dire, je reprends la métaphore du rugby hier, on est un pack, ça veut dire bien s'entourer aussi ? Alors clairement, en effet, dans cette dynamique-là, il faut embarquer toutes les équipes. C'est absolument pas un one-woman show. Ouais. Donc c'est essentiel de pouvoir avoir aussi la vraie diversité autour de soi, avec des gens qui sont plus stratégiques, d'autres qui sont très opérationnels, garder de la créativité et de la méthode, beaucoup de méthode. Moi, typiquement, c'est quelque chose dont spontanément, j'étais pas forcément c'est pas mes qualités premières. Et là, je suis rentrée dans des méthodologies type OKR. Je ne sais pas si vous les utilisez, Objective Key Result. Donc, c'est très puissant. Au début, c'est extrêmement contraignant pour la fonction RH. Parce qu'on dit, mais attendez, mais moi, parce qu'on n'est pas habitué. Différent, les KPI, mais quoi et donc, vraiment très fort. Et le Lean Management, qui est dans la culture de Manutan et qu'on s'est approprié au niveau RH. Et on en fait maintenant une culture de transformation pour tous les collaborateurs, quel que soit leur métier. Et c'est aussi extrêmement puissant pour être la tête dans les étoiles et dans la vision. Et les mains dans le cambouis. Au quotidien, avec des outils pour délivrer. Voilà, au bon sens du terme, quand je parle évidemment du cambouis. En tout cas, très intéressant de voir comment on peut pivoter, chère Isabelle, et se dire, tiens, je sors de ma zone de confort, des choses qui n'ont pas été faites en RH. Et c'est aussi une manière, pour vous, les femmes et les hommes de la fonction RH, de montrer que par rapport à une fonction finance ou une fonction marketing, vous pouvez le faire. Véronique, merci d'être avec nous, avec ce bel accent du Sud qui me plaît, puisque je suis du Sud moi aussi. Chez Crédit Mutuel Arkea. Je travaille à Brest depuis 25 ans. Voilà. Je ne l'ai pas perdu. Et vous avez bien raison. Caroline faisait référence à cette nécessaire agilité, le fait d'avoir fait bouger les lignes, de se réinventer.
Vous arrivez en juillet 2020. Racontez-nous un petit peu justement, concrètement, comment ça s'est passé. Juillet 2020, alors je connais bien le groupe, ça fait 23 ans que j'y suis, mais juillet 2020, on sort du Covid, Ouais. On sort d'une première crise majeure, et j'allais dire, c'est la première rupture finalement qui donne de la légitimité à la DRH, parce que dans le groupe Arkea, on est un groupe de 11 500 collaborateurs, groupe bancaire coopératif, qui est porté par 8 dirigeants. Le DRH fait partie de ces 8 dirigeants, le comité exécutif. C'est QFD, ce que disait Caroline, pareil, comité exécutif. Ça fait 8 ans, c'est la seule fonction support, et moi je crois vraiment que c'est là qu'il doit être. Bien sûr. Voilà, donc le fait d'être au COMEX est déjà très bien, parce qu'évidemment, pour porter les transformations qu'on a à mener, c'est là que ça se joue, et il faut que les dirigeants soient convaincus et les portent à nos côtés. Ensuite, ce qui est important, évidemment, c'est d'avoir sa légitimité dans ce COMEX. Donc, juillet 2020, une crise, la fonction RH se retrouve en première ligne, en coordination, en lead. Je crois qu'elle n'avait pas vécu ça. Enfin, chez nous, en tout cas, c'était une découverte et inédit. Et puis, la deuxième rupture qui donne de la légitimité à cette fonction RH chez nous, en tout cas, c'est la rupture du sens, en fait, la quête de sens, alors par nos collaborateurs, mais aussi le questionnement du sens et de l'utilité au niveau de l'entreprise. Et chez nous, ça c'est une dimension qui est extrêmement forte, dans un groupe qui va très vite. Premier groupe bancaire en 2018 à avoir adopté une raison d'être. 2022, première banque à mettre un statut à le mettre dans les statuts, et donc à adopter le statut d'entreprise à mission. Et au-delà de ça, aussi de produire son compte de résultats en performance globale. Alors, par rapport à ce que vous nous dites, très important, en fait. Véronique, on voit toutes ces valeurs qui sont portées par le groupe et que vous incarnez, évidemment, puisque vous êtes en tête de pont, et j'allais dire en phare dans la tempête et dans l'incertitude. Caroline disait qu'il a fallu faire la roadmap. Vous, vous parliez de rapidité, je crois que c'est en 3 semaines qu'il a fallu être agile, pivoter et y aller. Oui, alors tout à fait. Bon, ça c'était lié à la concomitance de ma prise de fonction et des travaux sur le plan stratégique du groupe. Mais effectivement, oui, moi j'ai dû structurer un plan stratégique de 4 années en 3 semaines. Alors par rapport à ça... on ne s'est pas trop planté, visiblement. Oui, visiblement, puisque ça marche et puisque vous êtes là pour nous en parler. Revenons sur la terminologie, parce que c'est vrai on a beaucoup parlé de... Vous vous souvenez quand même, au départ, on était avec le chef du personnel, c'était ça. Donc, puis après, on a parlé de ressources, on parle de masse salariale, rien à voir avec la richesse. Là encore, au-delà des mots, il y a vraiment un engagement et des actes. Alors, ce qui est important de comprendre, effectivement, entreprise à mission égale performance globale. La performance globale, c'est la somme d'une performance financière. On est un groupe très performant financièrement, c'est pas un sujet. Surtout un groupe qui veut faire bouger les lignes sur l'impact. Et donc là, évidemment, il faut mesurer sa performance extra-financière. Et alors là, pour moi, c'est une opportunité formidable pour la RH. Parce qu'on passe d'un monde financier où on nous voyait en tant que ressources, en tant que masse salariale, à ce monde de performance globale où d'un seul coup, on devient des créateurs de valeur sociale. Ouais, alors ça, c'est très excitant. Et dans la performance extra-financière, donc le groupe a posé un certain nombre d'indicateurs. On va y revenir. Les indicateurs RH, c'est 40% de ces indicateurs. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On voit là notre pouvoir d'agir et notre impact. Et donc, nous, au-delà des OKR, ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est qu'on pilote notre politique RH par l'impact et par cette performance extra-financière. Alors, c'est une vraie stratégie, vous le dites, c'est une vraie opportunité aussi d'être en première ligne, et puis c'est une opportunité pour les femmes et les hommes dont vous vous occupez, 11 000 personnes, de vivre une meilleure expérience. Fait vivre, j'ai toujours l'habitude de parler de ce que vous connaissez, cette symétrie des attentions, fait bien vivre une expérience remarquable à tes collaborateurs, à tes clients internes, ils le feront pour les clients externes. Absolument, donc c'est un peu le sens de la transformation qu'on a menée dans l'organisation, au niveau de la communauté RH dans le groupe. On est à peu près 200 collaborateurs et il a fallu pivoter pour accompagner cette expérience collaborateur dans une entreprise à mission. Et donc on a vraiment, il a fallu embarquer de nouvelles compétences. On parlait de bien s'entourer. Moi, il a fallu que j'embarque des compétences d'innovation, de créativité,
de travail en intelligence collective, en méthode collaborative. On a créé un Lab RH, voilà, qui vraiment monitore toutes les innovations en matière de RH. Et puis ensuite, il a aussi fallu qu'on adopte pour moi une nouvelle posture. En fait, on était plutôt dans une posture de sécurisation, de contrôle juridique, réglementaire, administrative. Et là, il a fallu qu'on soit dans une posture de facilitateur. En fait, il faut qu'on devienne celui qui permet que les choses soient possibles, voilà, et que les stratégies portées par la direction deviennent possibles au quotidien. Donc, voilà, facilitateur. La courroie de transmission est plus uniquement cette fonction support, oui. Et le côté l'intendance suivra. Réaction, Nathalie, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer sur la nécessaire, j'allais dire, réinvention de la fonction. Chez Octo Technologies, déjà racontez-nous comment vous appréhendez ce sujet avant de parler de la diversité et de l'inclusion qui vous tiennent à cœur. Alors, sur la réinvention de la fonction, ça rejoint ce que tu disais sur le Lab RH, c'est aussi dans la manière de travailler, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment en co-construction avec les salariés et en mode MVP, donc sans attendre que les choses soient parfaites. On teste quelque chose, on expérimente, on regarde ce que ça donne. On peut trébucher, hein, test and fail, hein, c'est ce que disait Totalement. Isabelle tout à l'heure. Hein. Et si ça n'a pas marché, on en tire un apprentissage, on teste autre chose, mais c'est important de trouver le bon équilibre entre effectivement une roadmap qui donne vraiment un cap et puis des expérimentations qui nous permettent d'ajuster. Octo Technologies, petit coup de projecteur. Alors, un cabinet de conseil et de delivery dans la tech, mais avec une culture qui est plutôt inspirée des entreprises libérées. Voilà. Alors, on va parler, puisque je te tiens, Nathalie, de diversité et d'inclusion. Hein, c'est des sujets qui sont portés par toi, par tes équipes, et puis par la NDRH, évidemment. Donc, diversité et inclusion. Alors, j'allais dire, c'est un peu en tête de liste des courses. Ça fait la une des médias. Il ne faut pas que ce soit tarte à la crème. On en parlait hier, dans le recrutement, mais aussi dans la rétention, qu'il faut que les actes soient en phase avec ce qui est promu et ce qui est mis sur la plaquette ou dans les bonnes intentions. Alors, chez Octo. Alors c'est effectivement un sujet que je porte beaucoup avec mes équipes, à la fois parce que j'ai des convictions fortes sur la diversité et l'inclusion, et puis parce que je pense que les DRH ont vraiment le pouvoir et le devoir d'agir dans les entreprises sur ce sujet-là, et pouvoir et devoir qui se situent pour moi à plusieurs niveaux. Il y a déjà le fait de contribuer à créer une culture inclusive. Il y a le fait de, évidemment, mettre en place des actions concrètes, intégrer le plus possible le sujet de la diversité et l'inclusion au process RH pour que ce soit vraiment systémique. Et il y a aussi le fait de porter le sujet auprès des plus hautes instances de l'entreprise, si besoin de sensibiliser le COMEX et de le faire bouger si besoin sur le sujet, parce que c'est hyper important d'avoir un CEO et une équipe dirigeante qui est aussi porteuse du sujet. Si c'est un sujet qui est que RH, je pense que c'est la meilleure manière de se planter en fait. Comment on fait? Parce qu'il faut après embarquer, comme on dit, les collaborateurs. Qu'est-ce que tu as fait toi concrètement? Je sais que tu as mis en place une vraie gouvernance, donc il y a quelque chose de très structuré et cette volonté d'écouter et de co-construire. Hein. Alors en fait, la manière dont ça s'est passé est très liée à la culture d'Octo, qui est une culture très organique, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui sont... alors soit des idées qui peuvent être lancées effectivement par l'équipe de direction, et si ça prend, c'est très bien. Si ça prend pas, on se dit aussi que c'était pas forcément la bonne idée ou le bon moment. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui naissent en fait d'initiatives des salariés. Comme, par exemple. Et alors, en l'occurrence, entreprise de la tech. Donc moi, quand je suis arrivée en 2016, entreprise avec quand même assez peu de femmes, puisqu'il y avait 9% de femmes parmi les consultants. Et en fait, donc le premier sujet sur lequel on a travaillé, c'est le fait d'avoir plus de femmes dans l'entreprise. Et c'est un sujet qui a été historiquement pris par des hommes. C'est-à-dire qu'en 2015, lors d'une réunion plénière avec tous les salariés, il y a à un moment donné un salarié qui monte sur scène pour parler d'un projet qu'il avait mis en œuvre.
et qui fait une blague totalement sexiste avec une photo d'une femme en maillot de bain qui n'avait juste rien à voir avec son sujet. Alors, ça passerait pas du tout aujourd'hui, très clairement, mais ça passait déjà pas à l'époque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, il y a des hommes dans l'entreprise qui ont commencé à échanger sur notre messagerie instantanée en disant « Mais en fait, moi, j'ai pas du tout envie d'être dans cette boîte-là, donc il faut vraiment qu'on bouge pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech et pour qu'on ait un environnement moins sexiste. » Et donc, pendant plusieurs années, il y a eu beaucoup d'initiatives menées par les salariés. On s'est attaché aussi, dès le début, en fait, moi, peu de temps après mon arrivée, à créer un environnement plus inclusif parce que, évidemment, on a tous dans notre réseau plutôt des personnes qui nous ressemblent. Comment tu fais, pardon de te couper, Caroline est en charge l'environnement de travail aussi, hein, donc ça c'est important. Comment est-ce qu'on fait pour créer concrètement, quotidiennement, cet environnement positif et favorable? Alors ça passe par plusieurs choses. Alors pas de clone, hein, tu le disais, hein, déjà on essaie d'élargir les profils. Hein. On essaye d'élargir, ça passe par beaucoup de sensibilisation et de formation sur le sujet. Beaucoup de discussions aussi. Enfin, et la partie sensibilisation, c'était important pour nous que ce soit pas juste des statistiques, de la morale sur le fait que c'est pas bien de discriminer, etc. Mais vraiment de créer des espaces d'échange pour, par exemple, faire émerger des situations que certaines ou certains ont pu trouver comme sexistes ou bien où les personnes se sont pas senties à l'aise. Et ça fait réagir d'autres personnes qui se disent, en fait, moi, je pensais pas que ça pouvait être une situation inconfortable. Donc beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges en fait là-dessus. Et puis c'est aussi en faisant en sorte qu'il y ait plus de femmes. Très clairement, plus il y a de femmes dans une entreprise, moins elle sera sexiste et plus elle sera accueillante en fait et friendly sur le sujet. Tu as combien de femmes en pourcentage par rapport aux hommes aujourd'hui et par rapport à ton arrivée? Aujourd'hui, on est à 30% de femmes parmi les consultants et on était à 9% en 2016. Ouais, c'est QFD. Hein, même oui, si mais après, le chemin n'est pas fini du tout. Oui, ça parle de la formation. Hein, quand la formation au niveau des femmes pour les métiers techniques, hein, elle n'est pas évidente. C'est Christelle Heinemann d'Orange qui disait ça. Donc, en tout cas, des bons retours d'expérience grâce à toi. Merci beaucoup. Réaction, Véronique. Vous avez mis en place, vous aussi, un dispositif de mixité qui est un axe fort, hein, de l'identité, hein, de Crédit Mutuel Arkea. Absolument. Alors celui-là, c'est vraiment un axe fort. Et là, on est en 2024, à l'heure où je vous parle. On a vraiment fait bouger les lignes. Hein. On est la première banque en Europe à être dirigée par 2 femmes. On a un COMEX à parité. Et on est dans un équilibre de représentativité dans toutes les strates, et notamment les populations de managers. On peut le dire, Véronique, vous ne pouviez pas en faire l'impasse, hein, par rapport à ce que vous représentez. Hein. Ah oui, évidemment, on était en 2015, on n'avait pas une femme au COMEX. Au mieux, on était à 20% sur les managers de proximité. On était vraiment en incohérence, en désalignement entre nos valeurs d'inclusion, banque coopérative et la réalité dans nos équipes. Donc en fait, il a fallu se mettre en mouvement et les ingrédients de la recette Arkea, je le disais, c'est une prise de conscience très forte des dirigeants qui se sont impliqués au plus haut dans le sujet. Et puis après, la méthode, c'est l'inclusion, donc c'est travailler avec le plus grand nombre et les méthodes collaboratives. Parlez-nous de mission mixité, parce que c'est un bon exemple. Hein. C'est la mission mixité, et donc on a embarqué une communauté de 440 ambassadeurs mixité, donc ils sont des hommes et des femmes. Hein. On a 40% d'hommes dans cette communauté. Oui, pour pas que ça fasse trop militant et clanique. Exactement, en fait. Hein. Et qui prennent la voix en fait et qui se sont impliqués en plus de leur travail dans ce sujet de mixité. Et donc on a formé 100%, donc l'ensemble de nos 11 000 collaborateurs dans des ateliers de déconstruction des stéréotypes et des biais. Ça, c'est vraiment pour attaquer la culture et faire vraiment bouger la culture. Et puis, bien sûr, après, on a aussi travaillé sur nos process de façon plus classique pour pouvoir identifier les femmes, travailler sur l'autocensure, le congé maternité, enfin tous les sujets. Tous les freins. Je vous conseille un livre de Claire Léos, qui est la patronne de Prisma Media, qui s'appelle « Le rêve brisé des working girls ». Il y a pas mal de sujets comme ça que vous évoquez. Je pense que c'est un bouquin très intéressant sur
l'autocensure, sur le syndrome de l'imposteur. Racontez-nous ce qui se fait dans cette mission mixité, parce que l'idée, c'est quand même, Véronique, de lever les freins. Hein, donc, Oui, bien sûr. Ben, c'est d'acculturer et de lever les freins. Donc, ce qui se fait, c'est on forme dans des ateliers. Donc, c'est des collaborateurs qui parlent à d'autres collaborateurs et qui leur permettent de prendre conscience, en fait, de leurs stéréotypes et des biais et des comportements qui peuvent freiner l'inclusion dans le quotidien. Et puis ensuite, ils sont regroupés en ambassades au plus près de la réalité des entités, des filiales. Référentiel voilà. aussi. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et donc, ils portent en fait des actions très locales en interne, mais également en externe aussi. C'est-à-dire, on a des collaborateurs qui aujourd'hui interviennent chez nos clients pour aussi continuer à acculturer et à sensibiliser à ce sujet. Alors ça, c'est intéressant, hein, parce que dans la série attractivité, dans la série on n'est plus dans la sélection mais dans la séduction, c'est un moyen d'attirer et de rayonner dans la cité. Et puis rétention aussi, hein. Je veux avoir un impact, je suis dans une entreprise qui favorise la mixité, la diversité. Caroline, par rapport à ces sujets-là, tes réactions, je sais que ça te tient à cœur, c'est ce que tu promeus aussi. On est dans des salariés citoyens, hein, avec cette porosité, vie privée, vie pro. Chez Manutan. Oui, alors tout à fait. Alors c'est vrai que ce qui est très intéressant sur ces sujets, c'est de voir la diversité de réponses qui peut être apportée, même si certaines recettes sont un peu similaires. Mais il faut toujours bien regarder en fait dans quelle entreprise je suis aujourd'hui et pas importer forcément ce qu'on a pu voir ailleurs ou ce qui a pu fonctionner dans un autre terreau. Alors c'est vrai que chez Manutan, on est beaucoup plus divers que tout ce que j'avais pu connaître dans mes vies précédentes. Peut-être notre métier, avec une grande partie de logistique, notre siège social basé à Gonesse. Donc tous ces éléments font que par essence, on est divers dans notre bassin d'emploi et encore une fois dans cette espèce de culture où viens comme tu es, enfin voilà, il n'y a pas de sélection sur des écoles, sur des profils. Donc c'est pas aujourd'hui le sujet, on va dire, qui est le plus embêtant chez Manutan, et on a des statistiques de 98% dans Great Place to Work sur tous les indicateurs de diversité qui sont très positifs. Alors, est-ce que c'est pour autant qu'il faut rien faire ? Eh bien non, parce qu'on le sait très bien, toutes ces choses-là, ça se monitore comme le lait sur le feu, et il faut aussi aller regarder quelques petits signaux faibles de là où ça pourrait. Et on s'est quand même rendu compte que dans certains pays ou certains postes de management, on avait entre guillemets trop d'hommes ou pas assez de femmes. Des biais. Voilà, donc là c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de corriger au fil des renouvellements pour s'assurer d'avoir, même si on fait tout bien, faire encore mieux. Ouais. Donc ça, gros sujet là-dessus. Et après sur l'aspect citoyenneté, c'est aussi comment on va travailler avec... par exemple, à Gonesse, on travaille énormément avec Sport dans la ville pour s'assurer de pouvoir faire rayonner l'entreprise autrement que comme étant une entreprise économique. Et c'est des choses qui tiennent complètement à cœur à notre projet, on va dire un peu CSR, mais qui est basé sur l'éducation et le sport. Voilà, des actes concrets et comme tu le dis, une entreprise qui est ouverte sur son territoire et ses territoires. Et c'est vrai que, juste pour terminer, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de bien connaître son socle de valeurs. Et à partir du moment où le socle de valeurs est clair, il y a beaucoup de politiques comme ça qui vont venir naturellement, qui ne seront pas, on va dire, greffées ou hors sol. Et donc on revient toujours au pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on fait un collectif. Et derrière, les choses déroulent assez naturellement. Voilà, ça crée un cercle vertueux. Ça m'amène à la dernière partie, l'engagement des collaborateurs. C'est vrai qu'ils veulent du sens, ils veulent un cap, ils veulent une vision, ils veulent donner du sens à ce qu'ils font au quotidien. Comment est-ce que dans toute la chaîne de construction et de la chaîne de valeur, j'interviens et c'est vrai que peu à peu, ça s'était perdu. Véronique, il y a beaucoup de choses qui sont faites chez Crédit Mutuel Arkea par rapport à ces sujets-là. Vous le disiez, la performance pilotée par les RH est 40%, donc qui dit performance humaine dit performance globale de l'entreprise. On n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais qu'on avance sur ces sujets d'intelligence collective et en particulier, Isabelle y faisait référence, il y a ces 3 grandes transitions qui sont digitales, qui sont démographiques et qui sont environnementales. Sur l'environnement, il y a des choses formidables qui ont été faites chez vous.
Oui, alors juste pour replacer, je Ouais. sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais banque coopérative, donc on a des clients sociétaires. Et voilà. Hein, l'engagement, il est au cœur de On notre adore la affaire. pub d'ailleurs. Hein. Oui, voilà. Donc, et si on veut si on veut que nos clients s'engagent, on veut aussi que nos collaborateurs s'engagent. Donc, nous, le sens de l'action RH, c'est vraiment de mettre le pouvoir d'agir et l'engagement dans le cœur de nos collaborateurs. On a plusieurs façons de le faire. Donc, on les adresse en tant qu'individus, en tant que salariés, mais aussi en tant que citoyens. Ouais. Et dans cette dimension justement de pouvoir d'agir, de le développer, on a des communautés. Je parlais de celle mixité, diversité. On a aussi les fresqueurs du climat pour venir sur l'environnement. Donc là, c'est pareil, c'est une communauté de fresqueurs, des collaborateurs volontaires qui ont été formés et qui partout dans le groupe vont essaimer, acculturer et aider à la prise de conscience. Tout ça dans l'idée évidemment que chacun et chacune deviennent acteurs aussi en matière d'environnement. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'en fait, chacun sort quelque part de son périmètre, en fait. Hein. Absolument. Et alors, ça, c'est vraiment ce que je voudrais laisser en tant que DRH de ce groupe. C'est vraiment faire évoluer le contrat de salariat, de subordination au contrat de coopération. Et je voudrais vraiment formaliser et ajouter dans ce contrat-là de travail tout cet engagement extra, enfin, qui va au-delà du métier. Intéressant, ça, un contrat de subordination où on est dans le contrat classico-classique. On a un salaire. Et là, le contrat de coopération. Voilà. J'adore. Et d'aller vraiment matérialiser, donner du corps à cet engagement. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on a des collaborateurs qui le font de par leur motivation et leur engagement personnel. Moi, je voudrais vraiment qu'on le formalise beaucoup plus, que ce soit des missions, des compétences identifiées, évaluées, voilà, pour vraiment et évidemment mesurer, parce que tout ça, c'est de la performance extra-financière également. Ouais, ça revient beaucoup dans ce que dit Nathalie, ce que dit Véronique, ce que dit Caroline, c'est pouvoir mesurer. Ça c'est important, Véronique. Alors, dans la mesure, on a, je crois, 6000 collaborateurs sur la totalité qui sont des fresqueurs, mais après, vous, effectivement, et ça rejoint notre thématique, pour que la DRH ait une voix qui porte plus, on dit toujours, oh, tu vas nous faire encore un Barnum qui va coûter une fortune, et quid du ROI disent nos amis de la finance en particulier. Le fait d'avoir ces KPI, le fait de mesurer, de monitorer, comme on dit en bon franglais, ça aide. Ah ben, complètement. Et puis là c'est même plus du monitoring, c'est du calcul de performance en euros. Voilà, et on sort un compte de résultats en global. Et puis ça va être une obligation légale bientôt, là. Alors, voilà, on est en avance, je pense, sur la réglementation. Et finalement, par exemple, on a des indicateurs intelligents qui disent qu'un collaborateur satisfait, ça c'est des statistiques nationales de l'INSEE, est beaucoup moins absent. Donc moins d'absentéisme, c'est moins de coûts pour la société, pour la sécurité sociale, etc. Donc tout ça, on le chiffre. Donc aujourd'hui, finalement, le lien entre le fresqueur du climat qui s'épanouit, qui est beaucoup plus engagé, qui donc est moins absent, au global, c'est de la performance extra-financière. Réaction, Nathalie, par rapport à ce que disait Véronique sur ces sujets-là, sur l'engagement, sur ce cercle vertueux, par rapport allez, on sort des lignes classiques et des périmètres habituels. Alors très clairement, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, et c'est vrai que chez nous, c'est complètement inscrit en fait dans la culture. Parce qu'on a une culture qui est vraiment basée sur l'autonomie quelqu'un, enfin un octo, quel que soit son âge, son niveau de responsabilité, son ancienneté, est vraiment amené à prendre des initiatives. On a un de nos motos, c'est mieux vaut demander pardon que la permission. Parce qu'on part du principe aussi qu'on fait confiance, en fait, on a une confiance dans les gens beaucoup plus que dans les process, et donc si je fais quelque chose, ça va être avec une bonne intention, et si je me plante, je vais faire un retour d'expérience. Et donc beaucoup d'autonomie et beaucoup de co-construction, et là aussi c'est lié à la fois à l'ADN de l'entreprise et au fait que tous nos projets IT, chez nos clients, on les fait en mode agile, et un des principes du mode agile, c'est la co-construction. Donc c'est clair qu'on associe beaucoup les salariés à plein de sujets, et souvent les initiatives viennent d'eux-mêmes, et ça crée un engagement qui est hyper fort. Intéressant de voir que ce qu'on fait chez le client doit se voir dans l'entreprise. S'il y a un décalage, ça va poser problème. Réaction, Caroline, par rapport à ça? Donc plus un sur tout ce qui a été dit, clairement extrêmement pertinent. Et je voudrais peut-être juste rajouter dans les choses
simple à mettre en place et où il faut rester très très vigilant, c'est quand même l'importance d'une vraie communication dans l'entreprise. Et il ne faut pas se dire que parce qu'on a un intranet avec des news, du coup, on communique. Alors comment tu fais? Parce que je rappelle que tu es directrice des ressources humaines, de l'environnement de travail et de la communication. Exactement. Ça veut tout dire, hein? Oui, et Faire savoir, en fait. exactement. Et l'idée, c'est quand on parle justement d'expérience collaborateur, il faut vraiment mettre la communication au cœur. Parce que même si on a des outils, il faut quand même que nos managers se souviennent que les moments d'échange, de face à face, les moments de vérité, on va dire, dans la discussion développement et d'engagement, elles sont absolument nécessaires. Et donc, il faut former, autoriser les moments de communication dans l'entreprise. Et bien sûr, quand on revient toujours au pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Cette vision, il faut qu'elle soit toujours portée à tous les niveaux, cascadée, claire. Et c'est un travail énorme, ça prend un temps de dingue, mais c'est absolument fondamental. Donc pour tous les gens qui disent « je n'ai pas le temps de communiquer, je suis désolée, j'ai un autre truc beaucoup plus important à faire », non, si on ne communique pas, on ne réussit pas à mettre en place sur le terrain. Donc vraiment s'en souvenir tous les jours. Oui, et la communication est aussi importante pour porter la voix des RH. Si vous n'êtes pas votre propre ambassadeur, enfin je parle sous votre contrôle mesdames, ce n'est pas les autres fonctions qui vont le faire, hein. Il y a quelque chose que tu promeus aussi, Caroline, c'est une maille très très fine. Tu parlais de cascader, tu parlais d'irriguer, avec des micro-projets. Ça c'est quelque chose qui est important avec une culture, quand tu dois gérer une nouvelle équipe en particulier. Non, ça, c'est, je pense aussi un élément important, c'est que chacun se sente responsable. Donc il faut, nous en plus on a la chance d'être une ETI, donc pas une trop grosse entreprise. Oui, mais on peut créer des usines à gaz même dans les petites entreprises. Mais ça, je pense que c'est complètement contradictoire avec le côté ETI, bon sens près de chez soi. Et donc on fait des petites équipes, elles ont une responsabilité, un projet, elles délivrent, on regarde ce qui s'est passé et on n'a pas peur, on va dire, de prendre des risques, puisque c'est comme ça aussi qu'on fait grandir les gens et qu'on a l'opportunité de faire avancer des projets. C'est exactement le minimum viable product et ça, on peut le faire dans toutes les équipes. Je reviens vers vous rapidement, Véronique. Vous évoquiez ces sujets, j'ai le plaisir d'animer le baromètre de l'engagement et de l'absentéisme de Aiming et de AG2R La Mondiale. Donc on est vraiment dans ces sujets, on parle beaucoup de prévention. Mais là, c'est intéressant parce que ça coche toutes les cases. On va être encore plus attractif et puis après, on va développer les collaborateurs parce qu'ils vont se sentir dans une entreprise qui leur ressemble en fait, hein. Et donc vous avez vu baisser l'absentéisme, favoriser l'engagement, hein, et donc gagner en rétention et puis attractivité aussi, hein. Oui, c'est l'idée, c'est un modèle très vertueux et on en est tellement convaincu finalement qu'on a un comité de mission, hein, qui est un organisme tiers indépendant qui va évaluer notre mission, les engagements de notre statut d'entreprise à mission. Et un des indicateurs, c'est le INPS, donc c'est le taux de recommandation des collaborateurs. Oui, vous connaissez le NPS, hein, entre les détracteurs et les promoteurs. Voilà, hein, c'est le mix. Les promoteurs, c'est des notes au-delà de 8, hein, donc c'est vraiment très ambassadeur. Et donc pour nous, c'est l'indicateur le plus abouti de l'épanouissement et de l'engagement dans l'entreprise. Et celui-là, ben voilà, il est placé encore une fois au cœur de l'évaluation de notre action et de notre mission, au cœur de la société. Dernier point avec vous, Nathalie. Dans la tech, on ne peut pas parler d'un mode tranquille. On est dans la guerre des talents. Donc justement, ça favorise aussi l'attractivité et la rétention chez Octo, hein. Oui, alors très clairement, ça favorise la rétention et l'attractivité. Et je vois par exemple sur le sujet LGBTQIA+, qui est un sujet que je porte beaucoup. Il y a la personne qui est responsable en fait d'animer la communauté de pratique m'a dit il y a pas longtemps qu'il y a des jeunes qui ont rejoint la boîte parce que voilà. Ils avaient vu c'était pas mon intention initiale, mais ils avaient vu toute la communication en fait qui était faite sur le sujet et les actions concrètes qui étaient mises en place. Et ils se sont dit que pour eux ça pouvait être une safe place. On va vous remercier toutes les trois, c'était passionnant. Merci. Des retours d'expérience concrets, des regards croisés. C'est ça aussi, chère technologie. Merci, Caroline, Nathalie et Véronique. Merci beaucoup.